Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Tchad. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier. Une déclaration de Mahamat Déby a analysé avec nos invités. Mercredi, dans la soirée, le palais présidentiel de N'Djamena au Tchad a été la cible de tirs. Une attaque qui jusque-là est entourée de certains flous, même si les heures qui ont suivi et surtout la journée de ce jeudi, les officiels ont tenté d'apporter des explications. Le président Mahamat Déby, à la suite de ses ministres, s'est prononcé sur la question dans une publication. Il a estimé que les assaillants de cette vaine tentative visaient à le vitrifier, mais les assaillants ont été vitrifiés eux-mêmes par la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Selon les informations, c'est des jeunes qui auraient simulé fait une panne devant la présidence, le palais de la présidence à N'Djamena, et à partir de 19h45 en allant, et qui à partir de 21h ont agressé les gardes, ont pris leurs armes et ont commencé par tirer, mais qui finalement ont été maîtrisés par la garde présidentielle. Pour Mahamat Déby, c'était lui en fait la cible. On voulait le vitrifier tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Nos analyses sur ce plateau. Je commence par vous, Eric Johnson. Mahamat Déby serait la principale personne visée, bien évidemment. Quand on attaque un palais présidentiel, on comprend que le président serait peut-être la cible, mais on voulait le vitrifier. Pouvait-on le vitrifier à travers un scénario tel qu'il est présenté? Mais vous savez, le Tchad nous a toujours présenté ces scènes-là, puisque c'est un pays qui vit depuis son indépendance des coups d'État, des simulations de coups d'État, des attaques de partout. Et c'est pour cela nous attribuons à ce pays-là un pays de militaires. On disait de Déby père lui-même qui a été tué au front. Que bon voilà, c'est un pays de guerriers, et aujourd'hui on fait face encore à une tentative de coup d'État selon le régime, et un régime qui, ma foi, est tenu par Déby fils, et qui n'est pas forcément accepté par tout le monde. Alors, personnellement, je pense que ces genres de scénarios, nous les vivrons tout le temps, dans ce pays où pratiquement il y a une tentative de coup d'État chaque année. Pratiquement. Une ou deux tentatives chaque année, mais c'est déplorable. Et on me dit que le Tchad fait partie des pays les plus pauvres au monde, mais les gens, au lieu de s'attaquer à la lutte contre la pauvreté dans ce pays, se permettent d'utiliser les fonds dont ils disposent pour acheter des armes. Je le dis toujours, l'Africain ne fabrique pas d'armes, mais en utilise plus que tout le monde. Et comment peut-on comprendre ce qui vient de se passer mercredi soir, où on dit qu'il y a un groupe qui venait attaquer un palais présidentiel. Et de toutes les façons, vous savez, quand vous êtes dans un régime comme celui du Tchad, ce régime-là ne peut pas laisser les portes de la présidente ouvertes pour que n'importe qui puisse entrer, attaquer et aller chercher le président pour le vitrifier. Un terme qu'il a pioché, je crois, dans le discours de Laurent Gbagbo, quand il a été reçu par Alain Foka, les relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Je pense surtout Robert Bourgi. Oui. Et donc, voyez-vous, personnellement, je pense que c'est des choses qui ne vont pas s'arrêter de sitôt
dans ce pays-là du moment où chaque régime dans ce pays est un régime militaire, est un régime dur, qui ne permet pas forcément le développement. Je crois à un certain moment, il faut que les Africains réfléchissent au bien-être des populations qu'à chercher tout le temps à se fortifier en armes, en munitions, je sais pas. Donc pour moi c'est une histoire encore rocambolesque de ce pays-là que nous vivons, et je sais pas, l'analyse à faire, c'est de regretter ce qui s'est encore passé, puisqu'il y a eu encore une vingtaine de morts, des morts gratuites dans un pays aussi pauvre que le Tchad. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vigilance, la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Une déclaration du président Mahamat Idriss Déby sur Facebook. 24 assaillants armés de machettes et de couteaux. D'armes aussi. Oui, d'armes. Combien d'armes? C'est beaucoup plus de couteaux et de machettes qui débarquent à 19h et quelques devant une présidence pour aller vitrifier un maréchal dans son palais. Ce n'est pas dans sa résidence, ce n'est ni dans un restaurant ou dans un lieu où on peut avoir assez facilement. La présidence, c'est plus qu'un camp. Plus que là, ce sont la garde présidentielle, des gens beaucoup plus armés, des caméras de surveillance un peu partout, des arsenals militaires et de guerre bien équipés, bien positionnés. Ils sont sur le qui-vive 24 heures sur 24. Et là, on voit des gens dégringalés, des jeunes qui viennent de quartiers pauvres, habillés en civil, des jeunes très chétifs avec des machettes pour aller vitrifier un président, un maréchal dans son palais. Bon, moi, je trouve ça un peu drôle, malsain, un peu drôle. Et ces jeunes se sont aventurés vers quelque chose qui... Bon, puisque si je me dis que c'est un acte de terrorisme, peut-être ça peut être justifié. Des terroristes qui veulent attaquer un palais pour faire parler d'eux. Peut-être créer un peu de terreur à côté de la présidence pour faire parler d'eux. Mais aller vitrifier un président par des machettes à la présidence, 24 jeunes gringalés, je trouve ça vraiment drôle. Nous attendons les enquêtes, les résultats des enquêtes pour mieux apprécier vraiment qui sont les commanditaires de ce coup et pour quel objectif exact. Sinon, si c'est pour vitrifier maréchal Déby Kaka Itno à coup de machette à la présidence, moi je trouve ça un peu drôle. Je trouve ça un peu drôle. Bon, peut-être que ces jeunes désœuvrés qui sont un peu habitués aux machettes et comme on appelle des stupéfiants et un peu de drogue, tout ça là, d'ici par là, qui créent des désolations dans les quartiers précaires, se sont donné cet objectif de manifester leur ras-le-bol vis-à-vis de la présidence. Peut-être. Sinon, dire que c'est pour aller vitrifier un président à coups de machette, à 19h, c'est trop osé pour ces jeunes. Et c'est vrai. Le communiqué a été clair, ce sont des jeunes drogués, ils avaient trop bu d'alcool pour se permettre ce manquement, cet égard. Et là, nous attendons la fin de l'enquête pour les résultats de l'enquête pour mieux apprécier. Sinon, pour le moment, dit pour vitrifier maréchal à coup de machette dans son palais,
bon, je ne sais pas s'ils veulent disparaître pour apparaître dans son bureau pour le macheter ou bien ils veulent marcher comme ils ont commencé par marcher à l'entrée de la présidence. C'est vraiment osé, c'est trop bidon. Et comme le disait Monsieur Eric tout de suite, c'est un pays qui, à chaque année, on a 2 ou 3 tentatives de coup d'État ou de déstabilisation du régime Déby ou même les prédécesseurs de Déby. Donc, peut-être c'est toujours dans ces sillages. Et on va attendre la fin des enquêtes pour apprécier. Alors, Achrafou Rostama, le maréchal, devrait être vitrifié, si on en croit ses propos, par ses assaillants, mais qui finalement ont été eux-mêmes vitrifiés par la vigilance et la vaillance de la garde présidentielle. Non, mais moi je ne trouve pas cet acte-là drôle. Je ne cherche même pas à banaliser les événements. Vous savez, on parle même de tentatives de coup d'État. Et qui parle de tentatives... Sur cette affaire, on va revenir tout à l'heure, puisque les qualifications ont évolué ces derniers temps. Les premières déclarations n'ont pas voulu. Même s'il y a une dynamique évolutive de la qualification de l'acte qui a été posé, on voit très bien qu'il suffit tout simplement de se référer aux critères spatiaux, c'est-à-dire que l'acte a été posé où c'est devant la présidente. Donc on voit très bien la finalité de l'acte qui a été posé. Nous savons très bien, nous connaissons très bien les spécificités du régime tchadien. Vous savez, dans la catégorisation des régimes politiques, souvent, quand on parle de l'histoire politique africaine, on parle des régimes autoritaires, on parle des régimes démocratiques. Il y a également des régimes mixtes aujourd'hui sur le continent, c'est-à-dire qu'une sorte de conciliation des spécificités des régimes autoritaires et des régimes libéraux. Et je crois que au-delà de tous ces aspects libéraux que le Tchad nous présente, ça demeure quand même un régime autoritaire. Et donc aujourd'hui, vous avez déjà il faut se poser la question, c'est-à-dire que l'éviction du président de la République, je veux parler de Déby fils. Est-ce que c'est vrai, il a été réélu, mais moi je crois qu'il y a aujourd'hui je mets des réserves vraiment sur l'adhésion populaire des Tchadiens vis-à-vis du président de la République, et je crois qu'il peut y avoir également des dissensions. Il y a également d'autres circonstances. Au fait, c'est un acte qui peut faire l'objet d'interprétations diverses. Parce que vous savez très bien, en novembre dernier, le président tchadien avait annoncé la fin de la coopération militaire avec la France. Et donc, on se pose la question si les instigateurs de cet acte-là, il n'y a pas un lien avec la puissance, la puissance coloniale. Et donc, il faut vraiment se poser la question. C'est vrai, les rapports sont profondément inégalitaires parce qu'ils détenaient quand même des armes qu'on pouvait présumer qu'ils ne pouvaient pas faire poids vis-à-vis quand même de la garde présidentielle. C'est pour cette raison que cette entreprise malveillante-là n'a pas abouti. Mais il faut s'intéresser aux racines profondes de ce cycle infernal qu'on vit au Tchad. Moi, je crois qu'il y a un coup d'État institutionnel et constitutionnel. C'est avéré, on le sait très bien. Les modalités constitutionnelles d'évolution du pouvoir n'ont jamais été respectées dans ce pays. Et donc, il faut véritablement se poser la question. Donc, vous avez des partis d'opposition, vous avez une frange de la population qui n'est pas en phase avec le processus démocratique qui est mis en place aujourd'hui. Et donc, à n'importe quel moment, on peut passer d'une crise à une crise. Et donc, il faut trouver des moyens de stabiliser ce pays-là. Le procureur de la République s'est autosaisi, ça fait partie de ses prérogatives. Donc, c'est à lui de faire preuve d'impartialité et d'objectivité pour mener des investigations et traduire les auteurs devant les juridictions compétentes. Mais la racine quand même du problème reste quand même profonde, monsieur Guillaume. Il faut quand même se poser la question. Comme moi je l'ai dit, il y a un coup d'État constitutionnel. Et donc, vous avez aujourd'hui une réaction, parce que ça suscite quand même l'indignation. Monsieur Eric l'a si bien dit. On a vu encore des Tchadiens qui ont encore perdu la vie. Mais ce cycle, on va vivre ce cycle-là pendant combien de temps? Alors qu'on sait très bien que les indicateurs économiques de ce pays-là sont très peu enviables. À un moment donné, il faut changer de priorité. Il faut une certaine stabilité politique pour propulser la prospérité économique. Les Tchadiens en ont véritablement besoin. Donc, je vais m'abstenir de tirer des conclusions hâtives puisque le procureur de la République s'est auto-saisi.
il possède ce qu'on appelle la légalité des poursuites. Il a envoyé quand même des agents judiciaires qui ont mené des investigations. Il y a eu des indices qui ont été relevés. Et donc, on verra dans les prochains jours ce que la justice, le tchadien, va nous réserver. Mais je crois que si on veut créer un pays stable, avec une prospérité économique pérenne, il faut trouver également des solutions durables à ce pays-là. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur les qualifications de cette attaque. Et je le disais, mercredi, dans la soirée, il y avait tout un flou. S'agissait-il d'une attaque terroriste? S'agissait-il d'une tentative de coup d'État? Si oui, menée par qui et à quelle fin? Et finalement, il y avait beaucoup de questions. On a vu les premières réactions, les premières sorties, celle du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, qui avait dit que les personnes vivantes de cette attaque ont commencé par parler et que c'est une bande de pieds nickelés. C'est vraiment pas une attaque d'envergure, c'est ce qu'il avait dit, et que c'est une attaque qui n'aurait jamais pu mettre en péril la sécurité de l'institution présidentielle ni la sécurité du gouvernement. Ça, c'est ce qu'avait déclaré le porte-parole du gouvernement. À la suite, le procureur aussi a pris la parole pour qualifier les faits au point de vue juridique et annoncer que des enquêtes auront eu lieu. Eux tous se sont gardés de parler de coup d'État, mais quand on voit le président qui prend la parole, ou bien du moins ce qui fait sa publication, qui dit qu'on veut le vitrifier, il semble que les choses ont évolué d'une attaque qui n'est pas d'envergure, qui n'aurait jamais pu mettre en péril la sécurité du pays, qui devient une tentative de vitrifier le président. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Parce qu'on dit que c'est des pieds nickelés, c'est des gens comme s'il faut reprendre les termes de Abassa, des fringalés, une vingtaine de fringalés qui viennent à coups de machette pour vitrifier le président de la République. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Est-ce qu'on fait une certaine récupération politique dans cette affaire, Eric? Évidemment, parce que à chaque fois qu'il y a une tentative, que ce soit par des groupes organisés, par des rébellions dignes de ce nom, on récupère tout ça politiquement pour se victimiser et dire que bon voilà, désormais nous avons une armée qui est forte, une armée qui arrive à repousser l'ennemi à chaque fois qu'il essaie de mettre en péril la vie de la nation, à chaque fois qu'il veut s'en prendre à la vie du maréchal, puisque c'est le second maréchal de ce pays-là, n'est-ce pas? Alors, non, pas autoproclamé, non, parce qu'il y a autoproclamé ou pas, c'est maréchal. C'est maréchal. Et donc, voilà, politiquement, on reprend tout ça et chaque jour, on aura de nouvelles déclarations. Parce que à chaque fois qu'on pose la question à un membre du régime, il va essayer non, pas de minimiser. Il va essayer plutôt d'amplifier les faits et toujours de montrer son allégeance au maréchal et voilà. Donc c'est pour ça le maréchal aujourd'hui, il est en train de donner des indications. Il faut que prochainement on parle de coup d'État. Ah oui, parce que là le procureur a fait une déclaration qui ne dit pas forcément qu'il s'agit d'un coup d'État manqué ou d'un acte terroriste, mais le président est en train de donner des indications. Attention, ils sont venus dans mon palais, donc c'est moi ils sont en train de chercher. Et du coup, politiquement, nous devons montrer à la population que nous avons une armée forte et donc que le président est très fort. Un maréchal, c'est pas n'importe qui, quoi. Voilà. Alors, Kokouvi Baili Abassa, des pieds nickelés qui avaient mené une attaque qui n'était pas d'envergure, qui ne pourrait pas mettre en péril ni l'institution présidentielle ni le gouvernement, à une tentative de vitrification du président de la République. Qu'est-ce qui a bien pu expliquer cette évolution des termes? Non, c'est la récupération politique pure et dure. Il faut dire que pour organiser un coup d'État contre le chef des institutions, comme on appelle, le premier responsable du Tchad, qui est un militaire, un maréchal, pas n'importe quel militaire, un maréchal, je ne pense pas que c'est des pieds nickelés ou de ces jeunes désœuvrés des quartiers sud
comme on appelle, des quartiers pauvres du sud de la ville de N'Djamena. Eux-mêmes, ils ont dit clairement que ce sont des jeunes qui viennent de quartiers pauvres sud de N'Djamena. Quelqu'un qui veut organiser vraiment un coup d'État contre Idriss Déby, ou dans un pays où, pour acheter des armes, il vous faut juste moins de 26 000 francs CFA pour acheter des Kalachnikov au niveau du Tchad. Ouais. Aujourd'hui. Et même ceux qui sont vers le nord du Tchad, c'est-à-dire proche de la Libye, eux, ils en trouvent encore moins. Oui, moins mais, cher. Oui, mais toutefois, c'est pas des armes de pointe. Hein. Non, je parle de... Les messieurs sont venus avec des machettes. Donc, Oui, même si c'est oui, pas des je dis que si quelqu'un veut organiser un coup d'État dans un pays où on peut facilement acheter des armes, ce n'est pas des machettes qu'il faut organiser ce coup d'État. Ils allaient mieux s'organiser. Et si il faut faire référence, comme M. Achraf l'avait dit, par rapport au départ des Français qui pourraient peut-être avoir d'incidents, je pense que si des gens qui sont contre ce départ des Français voulaient faire un coup d'État, ça aurait été avec des tirs de roquettes ou des munitions de, comment on appelle, de haute pointe pour pouvoir attaquer la présidence. Ce n'est pas avec des machettes. Donc je pense que c'est juste une récupération politique. Et là, nous craignons ce qui arrive. Il y a des élections qui ont été organisées tout récemment dont on attend les résultats, notamment les législatives. Oui. Nous attendons les résultats et cette situation se présente aujourd'hui. J'espère que ça ne serait pas une chasse aux sorciers qui va s'ouvrir bientôt, disant que c'est celui-ci ou c'est celui-là qui a organisé ce coup d'État. Donc il faut le museler, il faut l'arrêter ou comme on appelle un moyen de plutôt vitifier les opposants de ce pays. Donc, je pense que c'est une récupération politique et nous allons suivre ce dossier de près pour voir ce que M. Déby et ses collaborateurs vont nous livrer plus tard. Merci beaucoup. Alors, Achraf, le langage a bel et bien évolué au lendemain de cette attaque. Déjà, on parlait, comme je le disais, pour ne pas reprendre les mêmes choses, de jeunes désœuvrés qui, à coups de machette, ont voulu simuler une panne et puis se sont introduits au palais présidentiel. Les tirs ont suivi presque moins d'une heure quand même. Ils ont été maîtrisés. Ce n'était pas une attaque d'envergure. Ça ne pourrait pas mettre en péril la présidence ni le gouvernement. Et puis après, on ouvre une enquête pour situer les responsabilités, trouver les auteurs, les co-auteurs, les complices et tout ce que vous voulez. Et après, on parle de vitrification du président. Pourquoi ce langage a évolué et à quelle fin pourrait-on l'interpréter? Non, ce langage a évolué parce que le président tchadien est dans une logique d'anticipation. Il sait très bien qu'il n'est pas à l'abri d'un éventuel coup d'État. Très bien. Et donc, c'est une annonce qui vise à dire, bon, si d'autres ont cette idée malveillante-là de m'évincer, et ils mourront vraiment sur leur voie. Donc, c'est une politique d'amplification des événements. Il sait très bien qu'il a été... Bon, moi, je pourrais dire qu'il n'a pas été réélu dans les règles de l'art et qu'on sait très bien les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Et donc, il y a des désaccords profonds au sein de la classe politique, tchadienne. Il faut le dire très, très clairement. Oui, certes, on a le ministre des Affaires étrangères, le procureur de la République, qui ont un langage, bon, disons minimaliste des événements, mais si ce projet-là avait abouti, je crois qu'on n'allait pas tenir vraiment ce langage. Donc, si le président dit que c'est un coup d'État ou bien ce sont des actes qui visaient vraiment à l'évincer du président de la République, peut-être que c'est compte tenu également des éléments factuels, compte tenu d'un certain nombre d'éléments factuels et qu'il a jugé qu'il était quand même en danger. Mais ce que moi je crains, on connaît très bien le régime tchadien, est-ce que dans les prochains jours, il n'y aura pas un durcissement? Alors, il y aura un durcissement probablement, c'est-à-dire une certaine restriction des libertés, alors que le président s'est engagé à libéraliser quand même cette société-là. Et donc, je crois qu'il y aura des solutions beaucoup plus draconiennes au détriment des populations. Donc, il faut vraiment se poser la question par rapport à la suite des événements. Bon, maintenant, est-ce que la déclaration du procureur de la République, elle est orientée ou pas? D'autres même pourraient peut-être, même s'il y a eu mort d'homme, peut-être même dire que ce sont des événements qui ont été orchestrés par le président pour lui donner une certaine aura populaire. Bon, pour moi, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Oui. C'est une hypothèse également qu'il ne faut pas exclure. Parce que, au prix de la vie d'une vingtaine de personnes. Mais au prix de la vie d'une vingtaine de personnes. Mais ces agents sont capables de le faire. C'est-à-dire que les instigateurs peuvent avoir un lien avec
la classe politique dirigeante, parce que nous avons une classe politico-administrative, mais qui est prête à sauvegarder son pouvoir. On connaît très bien la spécificité du régime tchadien. Moi, je dis tout simplement, c'est une hypothèse qui est très peu probable, mais qu'il ne faut pas exclure tout simplement. Voilà, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Donc, moi, je crois que la prospérité économique et la stabilité politique de ce pays-là dépend d'un certain vécu, d'un certain front républicain autour des idéaux de ce pays-là pour éviter des événements désagréables de cette nature. Alors, merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.